Ce qu'ils ont trouvé a fait les gros titres locaux pendant des jours. Plusieurs restes humains dans la piscine, des affaires personnelles, des objets étranges mais aucune trace de l'homme. Le 10 septembre 2001, je quittais les États-Unis depuis New York pour rejoindre la France, où je devais entamer un programme de 3e cycle. Juste avant mon départ, un ami proche de la famille m'avait proposé de repousser mon vol de quelques jours. Il travaillait dans la tour sud du World Trade Center et m'avait invité à passer du temps avec lui à New York, à rencontrer certains de ses collègues dans ses bureaux le lendemain. L'idée avait tout pour plaire, une belle opportunité de créer des contacts, un moment sympa à partager avec quelqu'un que mes parents connaissaient depuis toujours, et dont le parcours inspirait beaucoup de fierté dans notre entourage. Mes parents étaient enthousiastes, persuadés que je devais accepter. Mais quelque chose en moi résistait. Le jour de mon départ, alors que je quittais mon hôtel pour rejoindre l'aéroport, j'étais submergé par une angoisse difficile à expliquer. Ce n'était pas un simple stress de voyage. C'était une alerte intérieure, sourde et implacable, du même genre que celle que j'ai connue plus tard, la nuit où quelqu'un s'est introduit chez moi pendant que je dormais. Le genre de peur viscérale qui ne vient pas d'une pensée, mais d'un instinct. Je n'avais aucune raison logique de refuser cette invitation. Pourtant, j'ai décliné. J'ai envoyé mes excuses en expliquant que j'avais des rendez-vous avec des professeurs en France, ce qui n'était pas totalement faux, mais surtout une échappatoire. J'ai embarqué ce jour-là, direction Paris. Sans savoir que cette décision allait me sauver la vie. Le lendemain matin, les tours s'effondraient. Et j'étais à des milliers de kilomètres. Mon ami, par un miracle, a réussi à sortir sain et sauf, même s'il a été profondément marqué par ce qu'il a vécu. Il va bien aujourd'hui, et je suis infiniment reconnaissant qu'il s'en soit sorti. Un soir, je suis sorti danser avec ma copine de l'époque dans un quartier animé, connu pour ses clubs et bars. L'endroit est plutôt sûr tant qu'on reste sur les artères principales et dans les zones bien éclairées. En repartant, on a quitté la rue principale pour rejoindre le parking un peu plus loin. C'est à ce moment-là que j'ai été envahi par une sensation soudaine de panique. Mon corps s'est figé, et j'ai instinctivement balayé les alentours du regard, sans trop savoir pourquoi. Ma copine m'a demandé ce qu'il se passait, visiblement surprise. Je lui ai simplement dit que je ne savais pas, mais que j'avais un mauvais pressentiment, qu'on ferait mieux de retourner vers la foule pendant quelques minutes. Elle a accepté sans discuter, et on a attendu qu'il y ait un peu plus de passage. Quelques instants plus tard, une voiture de police en patrouille est apparue. Je suis allé voir l'agent et je lui ai demandé s'il pouvait nous accompagner jusqu'à notre voiture. Je lui ai expliqué que j'avais un très mauvais feeling, comme si quelqu'un attendait juste qu'on soit seul. Il a accepté et nous a suivis. À peine avions-nous atteint la voiture qu'un homme a surgi de l'ombre, capuche sur la tête, arme à la main. Il nous a braqués en nous ordonnant de lui donner nos affaires. Avant même que je puisse réagir, les gyrophares se sont allumés, la sirène a hurlé, et les pneus de la voiture de police ont crissé en fonçant vers nous. L'agresseur a immédiatement pris la fuite. Les policiers l'ont poursuivi, mais je ne sais pas s'ils ont réussi à l'attraper. Tout ce que je sais, c'est que si je n'avais pas écouté cette peur soudaine, cet instinct incompréhensible, on aurait probablement été agressé, peut-être pire. Je n'ai vu aucun signe, aucun mouvement suspect. C'était juste une sensation, profonde et brutale. Ce n'est pas mon histoire à moi, mais celle de mon arrière-grand-tante, et si elle n'avait pas écouté son instinct ce soir-là, je ne serais sans doute pas là pour la raconter. J'étais enfant, et avec ma famille, on était partis passer les vacances de Noël au Brésil. Pour le Nouvel An à Rio, il y a une tradition populaire, des bateaux de fête sortent dans la baie pour admirer le feu d'artifice tiré depuis la plage. Mon arrière-grand-tante et son mari avaient offert des billets à toute la famille pour monter à bord de l'un de ces bateaux. On était tous surexcités. Mais une fois arrivée au port, elle a jeté un simple regard au bateau prévu et a catégoriquement refusé d'y monter. Rien ne semblait anormal, il n'était pas encore plein et il n'y avait pas de panique. Pourtant, elle a insisté.
Elle a préféré perdre l'argent des billets déjà achetés et en racheter d'autres, sur un autre bateau, à la dernière minute. Ça lui a coûté une petite fortune, et personne ne comprenait sa réaction. On la trouvait même un peu paranoïaque. Ce n'est que le lendemain matin, très tôt, qu'on a compris. Le téléphone a sonné à 6 heures à son appartement. Des proches appelaient, bouleversés, pour vérifier si on allait bien. Le bateau que nous devions prendre avait chaviré dans la baie vers 23h45. Il avait été surchargé au fil de la soirée, et la mer était devenue agitée. Le naufrage a coûté la vie à des dizaines de passagers, parmi eux une actrice brésilienne célèbre et presque tous les enfants à bord. Quand elle a raccroché, on l'a vue pâlir comme si elle avait vu la mort de près. Ce regard, je ne l'oublierai jamais. Elle ne pouvait pas expliquer ce qu'elle avait ressenti en voyant ce bateau, mais quelque chose en elle lui avait crié que ce n'était pas sûr. Elle a écouté cette voix, sans hésiter, et grâce à elle, toute notre famille est rentrée vivante ce soir-là. À l'époque, je gardais la maison de l'oncle de mon copain avec lui. Ce soir-là, il était au travail et j'étais seul avec notre fils, en train de lui donner son bain avant d'aller le coucher. La fenêtre de la salle de bain, qui donnait sur le jardin, était entr'ouverte pour laisser passer un peu d'air. J'ai entendu quelqu'un tousser dehors. Sur le moment, je me suis dit que ça pouvait simplement être un voisin. Le quartier était résidentiel, tranquille en apparence. Pourtant, une angoisse soudaine m'a envahi, comme une alarme intérieure. Quelque chose me poussait à aller vérifier si la porte de derrière était bien verrouillée. J'ai laissé mon fils de 2 ans dans la salle de bain, enroulé dans une serviette, et j'ai couru vers la porte arrière. En posant la main sur la poignée pour la verrouiller, je me suis retrouvé nez à nez avec un homme de l'autre côté de la vitre. Il avait déjà la main sur la poignée extérieure. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde avant qu'il ne commence à tambouriner sur la porte. Il répétait qu'il cherchait quelqu'un. Je lui ai dit que cette personne n'était pas ici, mais il a continué à secouer la poignée avec insistance. Je me suis précipité vers la salle de bain, j'ai pris mon fils dans les bras et j'ai attrapé mon téléphone portable. À cette époque, c'était un vieux modèle à clapet, pas un smartphone avec GPS intégré. Je ne connaissais pas l'adresse exacte de la maison, et je n'avais aucune idée d'où se trouvait le téléphone fixe. Malgré tout, j'ai appelé le 911 depuis mon portable. La personne au bout du fil m'a demandé de trouver n'importe quoi avec une adresse, une enveloppe, un papier, peu importe. Pendant que je fouillais frénétiquement, les coups contre la porte se faisaient de plus en plus violents. J'ai fini par trouver le téléphone de la maison et j'ai rappelé les secours avec. Je ne comprends toujours pas comment les policiers sont arrivés aussi vite, mais au moment où j'ai entendu le bruit net du verre qui se brise, le téléopérateur m'a dit de couvrir la tête de mon fils avec une couverture et de foncer par la porte d'entrée jusqu'à la voiture de police. Je me suis précipité dehors, mon fils serré contre moi, et j'ai vu une demi-douzaine de voitures de police, gyrophares allumés, officiers armés, postés tout autour. Je me suis jeté dans la banquette arrière d'une voiture qui m'attendait. Une fois l'homme arrêté, un policier m'a demandé si le machette posé sur le perron appartenait au propriétaire de la maison. J'ai senti le sol se dérober sous moi. Cet homme portait une machette. S'il avait réussi à entrer, j'aurais été seul avec mon fils, sans défense. D'après la police, il était sous méthamphétamine et avait déjà cambriolé plusieurs maisons dans le quartier. Son sac à dos était rempli d'objets volés. Je n'ai jamais cessé de penser à ce moment précis où j'ai entendu une simple toux et où j'ai choisi de me lever et de verrouiller cette porte. C'est ce geste qui a tout changé. Mon instinct m'a littéralement sauvé. J'ai connu un homme qui, au premier abord, paraissait presque trop parfait. Gentil, détendu, à l'écoute, du genre à se rendre disponible pour aider. Il avait la trentaine, vivait pas loin de chez un ami à moi, et il nous emmenait parfois chasser. J'avais 19 ou 20 ans à l'époque, et il aimait transmettre ses connaissances aux plus jeunes. Il disait vouloir offrir un bon exemple à ceux qui, selon lui, n'en avaient pas. Sa femme, de son côté, ne semblait jamais s'opposer à ce qu'il passe autant de temps avec des adolescents,
plutôt que de s'occuper de ses propres enfants. Malgré l'ambiance détendue, quelque chose m'a toujours retenu. Je ne me sentais jamais complètement à l'aise. Je participais aux sorties, je riais comme les autres, mais au fond, je gardais mes distances. Il posait souvent des questions, il cherchait à mieux nous connaître, mais instinctivement, je choisissais mes mots, je faisais attention à ce que je disais. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais cette sensation persistante, il ne devait pas tout savoir sur moi. Des années plus tard, j'ai appris qu'il avait été condamné. 4 ans de prison pour production et possession de pornographie infantile, ainsi que pour abus sexuels sur des mineurs. Certains des enfants impliqués, je les connaissais. Il avait tissé sa toile patiemment, gagnant la confiance des parents, des amis, des familles. Il commençait avec un enfant, puis se rapprochait des autres, tranquillement. Il avait bâti un réseau autour de lui, et sans le savoir, j'y avais fait brièvement partie. J'ai été dans son pick-up, je suis allé dans son camp de chasse, là où certaines des agressions ont eu lieu. J'étais passé tout près. Quand j'avais 10 ans, mon père était dehors à brûler des feuilles le long de notre allée en pente. Toute la journée, j'ai eu un nœud à l'estomac. Pas le genre de malaise qu'on ressent quand on est malade, non, quelque chose de plus profond, une angoisse sourde que je ne pouvais pas expliquer. Un peu plus tard, on est parti à une fête d'anniversaire au Inca. Dès notre arrivée, j'ai commencé à avoir des crises de panique. Je n'arrêtais pas de dire à ma petite sœur que quelque chose n'allait pas, que quelque chose clochait à la maison. Mon père s'est mis en colère à chaque fois que j'en parlais. Mais je ne pouvais pas me calmer. Impossible de jouer, de manger le gâteau, de faire semblant d'être bien. À la fin de la fête, on a reçu un appel. Notre maison était en flammes, complètement ravagée. On vivait dans les Ozarks, et alors qu'on roulait sur l'autoroute pour rejoindre le quartier, on pouvait voir, du bas de la colline, notre maison au sommet qui brûlait, les flammes s'élevant haut dans le ciel. Mon père a ri. Il a dit, presque désinvolte, « Ma maison est encore en feu. » C'était la 4e fois. Il y avait eu un coup de foudre, un feu de champ venu du pâturage du voisin qui avait atteint le porche, et une fois, c'était moi, quand j'avais renversé une bougie. Mais toutes ces fois-là, les dégâts avaient été maîtrisés. Pas cette fois. La maison a été entièrement détruite. Heureusement, mes parents étaient divorcés, et la majorité de nos affaires étaient chez ma mère. Mais tous nos albums, nos photos d'enfance, les souvenirs irremplaçables, tout ce qui avait une valeur sentimentale était resté là. On a découvert par la suite que l'incendie était criminel. Mon père voulait une piscine, et c'était apparemment sa manière d'en obtenir une. C'était quelqu'un de manipulateur, imprévisible. Ce jour-là, je n'ai pas compris ce que je ressentais, mais je captais quelque chose chez lui, dans son comportement, son ton, sa manière de bouger, qui ne collait pas. Mon corps l'avait compris avant mon esprit. Je n'avais que 10 ans, mais mon instinct savait déjà. Mes 2 potes et moi, on était des ados typiques, un brin inconscient, toujours en quête d'un nouveau défi débile à relever. Un jour, en traînant près d'un chantier, on est tombé sur une énorme bobine en bois abandonnée, du genre utilisé pour les câbles industriels. Évidemment, notre premier réflexe a été « trop bien », on l'amène au skatepark et on la fait rouler sur les rampes. Au début, c'était juste ça, on la faisait descendre les cartes et pipes, on riait comme des idiots. Puis, mon pote a eu cette idée brillante de grimper à l'intérieur de la bobine pendant qu'un autre le pousserait depuis une rampe. Moi, je devais filmer. Mais dès qu'il s'est mis en position, j'ai eu un mauvais pressentiment, un vrai coup de froid. Je lui ai dit, « Mec, tu vas te faire mal », mais il a insisté, sûr de lui. Alors on l'a lancé. Sauf que voilà, le poids de son corps à l'intérieur a complètement déséquilibré la bobine. Elle n'a pas suivi la trajectoire prévue et a dévié, fonçant tout droit vers un rail soutenu par une structure en métal qui ressemblait un peu au symbole pi, 2 barres verticales avec une barre horizontale. Et cette barre horizontale dépassait dangereusement, juste à hauteur du centre de la bobine. J'ai immédiatement lâché mon téléphone et j'ai couru comme un fou pour essayer d'arrêter la bobine.
J'ai sauté devant pour la ralentir, mais c'était un monstre lancé à pleine vitesse. Elle m'a fauché, je suis tombé, je me suis fait mal au poignet, mais j'ai réussi à lui faire perdre assez de vitesse avant l'impact. La barre métallique a quand même transpercé la bobine et a heurté mon pote en plein ventre. Il s'en est tiré avec un sacré hématome, mais il était vivant. Si je ne m'étais pas interposé, si elle avait percuté cette barre à pleine vitesse, il se serait fait empaler. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors voilà, Nick, si jamais tu lis ça, tu me dois une fière chandelle, mec. Et si un jour j'ai des fils, j'espère sincèrement qu'ils seront un peu moins débiles que nous à cet âge-là. Je le savais. Je le sentais au plus profond de moi, j'avais un cancer. J'étais aussi enceinte, et les symptômes que je ressentais pouvaient facilement passer pour des effets secondaires normaux de la grossesse. Fatigue, essoufflement, douleurs diffuses. Rien de franchement alarmant si on ne connaît pas bien son propre corps. Mais moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Heureusement, les médecins m'ont pris au sérieux. Même s'ils tentaient de me rassurer en me disant que c'était probablement rien de grave, ils ont tout de suite lancé une série d'examens. Ce sont ces examens qui ont révélé une masse dans ma poitrine. Quand le spécialiste m'a appelé pour me l'annoncer, sa voix trahissait sa surprise. Il ne s'attendait clairement pas à ça. J'ai commencé la chimiothérapie cette semaine. C'est le début d'un combat difficile, mais je le mène pour deux. Mon bébé et moi, on va traverser cette épreuve ensemble, et on va s'en sortir. Il y a plusieurs années, alors que j'étais encore interne, j'ai terminé une garde de 12 heures aux urgences, épuisé mais concentré. En fin de service, je suis entré dans une salle d'examen pour voir un énième patient de la nuit, une fillette de 4 ans, amenée par ses parents pour ce qui semblait être de simples symptômes de rhume. L'examen clinique ne montrait rien de particulier. Nez qui coule, un peu de toux, fièvre légère, rien qui aurait dû m'inquiéter plus que ça. Mais dès que je l'ai vue, j'ai eu un pressentiment. Quelque chose dans son regard, son teint, sa posture. Ce n'était pas une panique, ni une certitude médicale, juste une impression tenace que je ne pouvais pas ignorer. Alors j'ai demandé une prise de sang, même si rien ne le justifiait vraiment sur le papier. Les résultats ont confirmé ce que mon instinct redoutait, les premiers signes d'une leucémie. Détectés très tôt, à un stade où les symptômes étaient encore flous, invisibles même pour des yeux entraînés. C'est une décision que je n'oublierai jamais. Sans ce pressentiment, on aurait probablement renvoyé cette petite chez elle avec des conseils pour gérer un simple virus. Au lieu de ça, elle a pu commencer un traitement immédiatement. Je pense souvent à elle, et à ce moment précis où j'ai écouté quelque chose d'inexplicable mais vital. Mon frère souffre d'épilepsie due à des angiomes cérébraux. Un jour, alors que j'étais à la maison avec mes 3 jeunes enfants, j'ai été submergé par une sensation impossible à ignorer. Mon estomac s'est retourné, mon corps s'est mis à picoter, mon cœur battait de façon irrégulière, et ma respiration s'est accélérée sans raison. Une terreur pure, instinctive, m'a envahi. Je savais qu'il se passait quelque chose de grave. Je savais qu'il fallait que je trouve mon frère immédiatement. C'était comme une urgence absolue que rien ne pouvait rationaliser. Je suis monté dans ma voiture sans réfléchir, conduite par quelque chose de plus fort que moi, et j'ai foncé chez mon père. Je ne savais même pas que mon frère s'y trouvait ce jour-là, il n'y allait pas souvent. Pourtant, dans mon esprit, il n'y avait aucun doute, c'était là qu'il fallait aller. Et j'ai eu raison. En entrant dans la maison, je l'ai trouvé allongé de tout son long sur le sol de la cuisine, inconscient. Il venait de faire une crise tonico-clonique, et son cœur s'était arrêté. Mes autres frères et sœurs étaient là, paniqués, tentant de lui faire un massage cardiaque sans vraiment savoir comment. J'ai aussitôt pris le relais. Grâce à ma formation de technicienne en bloc opératoire, je connaissais parfaitement les gestes. Au bout de 30 secondes, il a recommencé à respirer. Je l'ai emmené à l'hôpital en urgence. Les médecins ont pratiqué une craniotomie d'urgence pour retirer un angiome cérébral qui saignait.
Il a survécu. Il s'en est même remis complètement, et aujourd'hui, 15 ans plus tard, il va très bien. Il prend encore un traitement antiépileptique, mais il mène une vie normale. Personne ne m'avait dit qu'il était chez mon père. Il aurait pu être ailleurs, n'importe où. Mais je savais. Il n'y avait aucune hésitation. J'ai senti qu'il avait besoin de moi, et j'ai suivi cette intuition sans poser de questions. Je suis convaincu que ce pressentiment m'a permis de lui sauver la vie. S'il avait fallu attendre les secours ou que quelqu'un d'autre tente de le réanimer, le résultat aurait pu être bien différent. Intuition, instinct, lien invisible, peu importe comment on l'appelle. Ce jour-là, je n'ai pas douté une seule seconde, et ça a fait toute la différence. Décembre 1987. J'étais en permission pour 2 semaines et j'avais décidé de passer les fêtes de fin d'année à Milwaukee, chez un ami qui venait tout juste de quitter l'armée cette année-là. On ne s'était pas vu depuis un moment, alors on comptait bien rattraper le temps perdu. Pendant mon séjour, il m'a confié, un peu nerveusement mais avec humour, qu'il était gay. Je lui ai répondu que je m'en étais déjà douté, que ça ne changeait rien pour moi tant qu'il était à l'aise avec le fait que je sois hétéro. Il a souri, et à partir de là, l'ambiance est restée détendue. On a bien profité de ces quelques jours, notamment en faisant pas mal la tournée des bars du coin. Un soir, dans un de ces bars, un type blond plutôt bien habillé s'est approché de nous. Mon ami et moi, comme à notre habitude, avons lancé en riant notre petit numéro, lui pointant vers moi en disant hétéro, et nous éclatant de rire. Le blond a bien pris la plaisanterie, a ri avec nous, puis s'est installé pour discuter avec mon pote. Mais quelque chose ne passait pas. Il était courtois, souriant, rien d'hostile en apparence, et pourtant, j'avais ce malaise qui grandissait. Une impression persistante que quelque chose clochait. Je me suis penché vers mon ami et lui ai demandé qu'on parte. Il n'a pas bien compris sur le moment, il était déçu, presque agacé, mais il a accepté de me suivre. De retour à son appartement, la tension est montée d'un cran. Il m'a demandé ce qui n'allait pas, pourquoi j'avais voulu partir si brusquement. Je n'avais pas d'explication rationnelle à lui donner. Juste un pressentiment. Ce type me mettait profondément mal à l'aise. Avant de repartir à mon affectation, je lui ai fait promettre que s'il croisait à nouveau ce mec, il quitterait le bar immédiatement. Ce blond poli et souriant, c'était Jeffrey Dahmer. En pleine nuit, mon mari a commencé à se sentir extrêmement mal. Une douleur aiguë, insupportable, qui l'a plié en deux. Je l'ai immédiatement appelé une ambulance, affolé par la violence de ses symptômes. L'opératrice, après m'avoir posé quelques questions, m'a dit que ce n'était pas une urgence suffisante pour mobiliser une ambulance. Elle m'a conseillé d'attendre le matin et de l'emmener voir son médecin habituel. Mais tout en tenant le téléphone, je savais que c'était grave. Pas une inquiétude vague ou une simple panique, non. Une certitude brutale et glacée que le temps jouait contre lui. Alors je l'ai aidé à monter dans la voiture et je l'ai conduit moi-même aux urgences, dans ce qui reste encore aujourd'hui le trajet le plus terrifiant de ma vie. À peine arrivé à l'hôpital, il a été immédiatement pris en charge. Le diagnostic est tombé rapidement, il souffrait d'un problème médical grave et d'une infection qui s'était déjà propagée. Il est tombé en sepsis en moins d'1 heure après son admission. S'il avait fallu attendre ne serait-ce que quelques heures de plus, il ne s'en serait probablement pas sorti. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais remis en question mon instinct. Il m'a poussé à agir quand il le fallait, malgré les conseils rassurants mais erronés qu'on m'avait donnés. Et grâce à ça, mon mari est toujours là aujourd'hui. Quand j'avais 12 ans, ma marraine et moi avions commencé à rêver d'un voyage en Égypte. C'était notre projet commun, un rêve qu'on caressait depuis des années. On en parlait souvent, on imaginait les temples, les pyramides, les croisières sur le Nil. Le plan, c'était d'y aller quand j'aurais 16 ans. Le moment venu, pourtant, quelque chose a changé. Je ne saurais pas dire quoi exactement. Mais alors que le départ approchait, une angoisse sourde a commencé à s'installer.
Ce n'était pas de la peur de voyager ni un simple changement d'envie. C'était profond, viscéral. J'ai pris mon téléphone et j'ai demandé à ma marraine si, au lieu de l'Égypte, on pouvait aller en Italie. Je venais de commencer l'italien à l'école, et j'ai utilisé ça comme prétexte. Elle n'a pas posé de questions. Elle a dit oui sans hésiter. Quelques semaines plus tard, on est arrivé à Rome. Je me souviens encore de ce moment, poser ma valise dans la chambre d'hôtel, allumer la télé, et tomber sur les images en direct de l'Égypte en pleine révolution. C'était le soulèvement de 2011. Je ne prétends pas comprendre tous les enjeux politiques de l'époque, mais ce que j'ai vu, c'était le chaos. Des manifestations de masse, des affrontements, des tensions partout dans le pays. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser, on aurait dû être là. Une adolescente de 16 ans et sa marraine de 65 ans, perdues au milieu de ce bouleversement. Ça aurait pu très mal finir. J'étais en pleine période étudiante, à cette époque un peu bordélique où on vit entre deux nuits blanches, des soirées qui finissent trop tard, et des trajets absurdes pour aller chercher ce qu'il faut pour se détendre. Ce soir-là, j'étais au volant, sur le chemin habituel pour aller récupérer un peu de weed. Rien d'extraordinaire. J'avais emprunté ces routes de campagne des dizaines de fois, des petites départementales à peine éclairées, bordées de champs à perte de vue. Je connaissais chaque virage, chaque ligne droite. Je roulais presque machinalement. Il faisait nuit noire, pas une lumière autour. Juste mes phares qui découpaient le goudron et les interminables murs de maïs qui bordaient la route. Ce coin-là, c'est un tronçon d'environ 5 miles, tout droit, encadré de hautes rangées de maïs qui rendent tout ce qui se trouve de l'autre côté complètement invisible. Aucune maison, aucun lampadaire, rien. Le genre de route où tu pourrais croiser un fantôme sans être surpris. J'étais à mi-chemin quand ça m'a frappé. Littéralement comme un poids qui tombe sur la poitrine. Mon estomac s'est noué, mes mains ont crispé un peu plus le volant. Mon cœur a accéléré sans que je comprenne pourquoi. C'était comme si mon corps savait quelque chose que ma tête ne comprenait pas encore. Sans réfléchir, j'ai ralenti. J'ai levé le pied, juste un peu, mais suffisamment pour sentir la voiture se calmer. À peine quelques secondes plus tard, une voiture a surgi du champ de maïs sur ma gauche. Sans phare. Elle a traversé la route à toute vitesse, sans ralentir, sans même tenter de s'arrêter. Une silhouette mécanique fantomatique, surgit de l'obscurité, qui est entrée dans le champ de l'autre côté comme si la route n'existait pas. Il n'y avait aucun chemin, aucun croisement, aucune trace de route agricole. Juste cette chose improbable, ce moment surréaliste où la réalité semble se tordre une seconde. Je me suis arrêté, figé, le cœur battant à tout rompre. Il m'a fallu un moment pour reprendre mes esprits. Si je n'avais pas ralenti, si j'avais continué à ma vitesse normale, j'aurais percuté cette voiture de plein fouet. Je ne m'en serais probablement pas sorti. Je livrais des produits laitiers et traiteurs dans un camion de 8 mètres, sans caméra de recul, juste les rétros. À force, je m'étais fait à l'idée de manœuvrer en marche arrière sans assistance, même dans les coins les plus étroits. C'était presque devenu un automatisme. Un jour, lors d'une de mes tournées habituelles, une quinzaine de magasins à livrer, on arrivait à l'avant-dernier stop. Celui-là était un peu particulier, il fallait reculer tout le long d'un bâtiment, faire un virage à 90 degrés en marche arrière, puis encore reculer sur toute la longueur du quai de chargement. Un vrai test de précision, mais j'avais l'habitude. Ce jour-là, j'étais accompagné d'une nouvelle employée. Elle me regardait souvent avec des yeux ronds, étonnée de me voir faire tout ça juste avec les miroirs. Jusqu'ici, tout s'était passé sans accroc. Mais à ce moment-là, en arrivant au coin du bâtiment, j'ai soudainement eu un mauvais pressentiment. Rien de concret, aucune alerte, juste cette sensation brute, lourde et persistante. Je me suis arrêté net. Je me suis tourné vers elle et je lui ai dit « J'aime pas ça. Tu peux descendre et aller vérifier que je vais pas heurter quelque chose ?» Elle m'a regardé un peu confuse, mais elle est sortie sans discuter.
J'ai attendu qu'elle réapparaisse dans l'un des rétros, mais rien. Une minute entière s'est écoulée. J'ai commencé à me demander si elle avait mal compris ce que je voulais qu'elle fasse. J'étais sur le point de descendre moi-même quand elle est remontée rapidement dans le camion, l'air un peu bouleversé. Elle m'a expliqué qu'il y avait 4 enfants qui jouaient sur le quai de chargement, derrière le bâtiment. Ils étaient juste là, hors de vue, là où j'aurais reculé sans hésiter si je n'avais pas écouté cette intuition. Elle les avait trouvés, puis ramenés à leur mère à l'intérieur du magasin. Je suis resté assis là pendant au moins 5 bonnes minutes, à fixer le pare-brise, en silence, en essayant de digérer ce qu'il venait de se passer. Je n'avais rien vu, rien entendu. Et pourtant, mon instinct m'avait stoppé juste à temps. Je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver si j'avais continué à reculer sans m'arrêter. On jouait près d'un pont bas très fréquenté, là où un ruisseau traverse une route. C'était un de ces endroits populaires où les familles viennent se rafraîchir, les enfants jouaient dans l'eau claire, riaient, éclaboussaient. Tout semblait parfaitement sûr, calme, banal. Avant qu'elle ne rejoigne les autres, j'ai dit à ma fille de 9 ans de mettre son gilet de sauvetage. Il n'y avait pas vraiment de raison précise. L'eau était peu profonde, pas de courant visible, aucune agitation en surface. Juste un réflexe, un petit élan de prudence. Quelques minutes plus tard, elle a été aspirée brusquement par un vortex caché, provoqué par un grand tuyau de drainage qui passait sous la route. Il n'y avait aucun signe extérieur de danger, pas de remous, pas d'eau trouble, rien qui aurait pu alerter qui que ce soit. Elle a été entraînée sous la route, emportée dans le noir total, et a ressurgi de l'autre côté, couverte d'éraflures et de bleu, mais vivante. Le gilet de sauvetage a tout changé. Sans lui, elle aurait pu se noyer, ou se blesser bien plus gravement contre les parois rugueuses du conduit. Grâce à lui, elle est restée à la surface, protégée et portée à travers ce passage infernal. Ce n'est pas moi, mais un ami à moi. Ce jour-là, il faisait un relevé pour une emprise de pipeline, seul dans la brousse, en pleine nature. Rien d'inhabituel pour lui, il était habitué à travailler en terrain isolé. Mais cette fois, il n'arrivait pas à se débarrasser d'un sentiment étrange, pesant. Comme si quelque chose l'observait. Au début, il a mis ça sur le compte de la fatigue ou d'un peu de paranoïa passagère. Pourtant, toutes les 5 minutes, il s'arrêtait, regardait autour, le cœur un peu plus lourd à chaque fois. Et puis, au bout d'un moment, en scrutant les arbres, il a remarqué quelque chose derrière un gros peuplier. Ce n'était qu'un éclat d'œil, un bout de queue, une oreille. À peine visible. Mais c'était là. Un cougar. Tapi derrière le tronc, parfaitement immobile, l'observant avec une attention glaçante. Son collègue était à bonne distance, trop loin pour intervenir rapidement. Alors il a gardé les yeux fixés sur l'animal, sans lui tourner le dos une seule seconde, et il a commencé à reculer. 2 centimètres à la fois. Lentement. Il savait que s'il courait, il pourrait déclencher l'instinct de chasse du félin. Il lui a fallu une demi-heure pour regagner un endroit sûr, un trajet qui aurait normalement pris à peine 5 minutes. Plus tard dans la journée, ils sont retournés sur les lieux pour observer les traces. Le cougar avait bel et bien suivi ses pas toute la matinée. Il s'arrêtait quand lui s'arrêtait, avançait quand il avançait. En 2015, je suis tombé sur d'anciens documents familiaux qui m'ont révélé quelque chose que personne ne m'avait jamais dit. J'avais un demi-frère, du côté de mon père. Pas une mention, pas un mot, rien pendant toute ma vie. Le choc a été immense. J'ai tenté de faire des recherches, sur les réseaux, sur Google, partout où je pouvais, mais rien. Pas une trace. Et je n'ai jamais confronté mes parents à ce sujet. J'ai juste gardé le secret pour moi, en le partageant avec quelques amis proches, sans aller plus loin. En 2019, une nuit assez banale, mon ex et moi sortions tard du boulot. On est allé grignoter un truc et on a pris un taxi pour rentrer. On s'est installés tous les deux à l'arrière. Rien de spécial, jusqu'à ce que,
quelques minutes après le départ, je ressens quelque chose de complètement inexplicable. Une sensation à la fois étrange et familière, comme une tension qui me glaçait et en même temps une sorte de chaleur réconfortante. Je n'ai pas su quoi en faire sur le moment, mais c'était intense. Et puis, une pensée m'a traversé l'esprit, venue de nulle part, et si c'était lui? J'ai commencé à chercher un badge avec le nom du chauffeur, un indice, n'importe quoi. Mais il n'y en avait pas. Le chauffeur était particulier. Il avait les cheveux longs, portait des lentilles blanches qui lui donnaient un regard quasi surnaturel et diffusait une espèce de musique industrielle profonde, sombre, presque étouffante. On avait même plaisanté là-dessus en sortant du taxi. Et puis, on est rentré. Et j'ai oublié. Jusqu'en 2021. Mon père est mort subitement, et comme il y avait des circonstances particulières, la police a été brièvement impliquée. C'est là qu'on m'a dit qu'ils avaient contacté mon demi-frère. Avant même de prévenir ma mère ou moi. Le lendemain, il m'a contacté. On s'est rencontrés, on a discuté. Et au fil de la conversation, il me raconte qu'il avait été chauffeur de taxi, mais qu'il avait arrêté récemment. Et là, comme une décharge dans tout le corps, je l'ai regardé, et tout m'est revenu. Le trajet, la musique, les lentilles, cette sensation que je n'avais jamais oubliée. Je me suis mise à tout lui décrire dans les moindres détails. Il a levé les yeux et m'a dit simplement. C'était moi. Je suis resté figé. Complètement bouleversé. Cette sensation si étrange, ce pressentiment dans ce taxi, c'était réel. C'était lui. J'étais littéralement monté dans la voiture de mon demi-frère sans savoir qui il était, sans savoir qu'il existait vraiment, sans savoir qu'un jour on se reverrait autrement. J'ai fait de la thérapie après tout ça, parce que perdre mon père de manière aussi soudaine et rencontrer mon frère de cette façon, c'était beaucoup à encaisser. Mais aujourd'hui, on se voit, on parle, on apprend doucement à se connaître. Et on n'habite même pas loin l'un de l'autre. Vers le milieu ou la fin des années 90, j'étais assigné à résidence pour des accusations liées à la drogue. À l'époque, je n'avais pas de bracelet électronique, donc autant dire que je ne respectais pas vraiment les conditions. Je sortais souvent, et ce jour-là, j'étais avec des potes en route pour aller chez un dealer récupérer de la weed. C'était un trajet banal, on avait déjà fait ce genre d'aller-retour un tas de fois. Mais à un moment, alors qu'on approchait du quartier, j'ai été frappé par un sentiment brutal. Un vrai mur. Quelque chose en moi hurlait que je ne devais pas aller là-bas. Ce n'était pas juste un doute ou un stress passager, c'était une alarme intérieure qui me paralysait presque. J'ai regardé mes potes et je leur ai dit de me laisser au coin de la rue, là tout de suite. Ils ont un peu râlé, surpris, mais ils m'ont déposé sans poser trop de questions. Je suis descendu de la voiture, j'ai fait demi-tour à pied et je suis rentré chez moi. Plus tard, j'ai appris que la maison du dealer était sous surveillance policière. Les flics arrêtaient systématiquement toutes les voitures qui en sortaient. Fouilles, garde à vue, perquisitions, le tout. Plusieurs personnes se sont fait arrêter ce jour-là, et certains d'entre eux avaient des trucs sur eux. Si j'étais resté dans cette voiture, j'y passais aussi. Et vu que j'étais déjà sous le coup de charge en cours, ça aurait pu être la fin du jeu pour moi. Je ne saurais jamais exactement pourquoi j'ai eu ce pressentiment à cet instant-là, ni comment j'ai su que c'était sérieux. Mais ce jour-là, j'ai écouté cette voix dans ma tête. Et ça m'a probablement évité de retourner droit en prison. J'étais sur le point de quitter mon poste au sein du comité de direction de l'association de copropriété. Lors de cette transition, on m'a présenté celui qui allait reprendre le rôle de président, un homme qui ne vivait même pas dans la résidence. Un parfait inconnu pour moi, très courtois, très posé, presque irréprochable en apparence. Mais dès l'instant où je lui ai serré la main, j'ai senti comme un coup dans le ventre. Mon instinct m'a hurlé de me méfier. Je n'avais aucune preuve, aucun fait concret, rien d'objectif à lui reprocher. Juste une certitude viscérale qu'il y avait quelque chose qui clochait. Alors j'ai gardé cette sensation pour moi, sans l'ignorer pour autant.
Un mois plus tard, à l'Assemblée générale, les résidents ont voté pour lui confier officiellement la présidence du comité. À l'ordre du jour, il y avait aussi une proposition, accorder une compensation financière aux membres du comité, une nouveauté, et, en particulier, une indemnité plus importante pour ce nouveau président, présenté comme l'homme de la situation, celui qui allait remettre de l'ordre. Presque tous les bras se sont levés pour approuver. Sauf le mien. J'étais seul à voter contre, dans une salle remplie d'une centaine de copropriétaires. On m'a regardé un peu de travers, certains ont souri poliment, pensant peut-être que j'étais simplement amer ou opposé au changement. Mais je suis resté ferme. Je n'ai pas changé d'avis. 9 mois plus tard, la crise a éclaté. D'importantes sommes d'argent avaient disparu. Le fonds de réserve, certaines provisions, des virements irréguliers, mais rien de suffisamment documenté pour constituer une preuve légale. On ne pouvait pas porter plainte, mais tout le monde savait. L'argent n'était plus là, et les explications étaient floues, parfois contradictoires. Une assemblée extraordinaire a été convoquée. L'ambiance était tendue. Ce soir-là, les résidents ont voté pour révoquer les membres du comité dont on ne pouvait plus avoir confiance, en tête, le président non-résident. On a également décidé qu'il ne toucherait pas le supplément de compensation qui lui avait été accordé. Je me souviens que, pendant ce vote, un voisin m'a regardé. Pas longtemps, juste un instant. Avec une expression entre la surprise et l'interrogation, comme s'il se demandait comment j'avais pu le savoir. Je ne le savais pas. Mais mon instinct, lui, l'avait senti. Je rentrais chez moi tard le soir avec une amie. On écoutait de la musique, on profitait du calme de la nuit, c'était une de ces soirées tranquilles où rien ne laisse présager que tout peut basculer. La route était déserte, l'air était frais, tout semblait parfaitement normal. Alors qu'on descendait une longue colline, une sensation étrange m'a envahi. Un malaise profond, comme une pression dans la poitrine. Je ne voyais rien de particulier, aucun danger évident, mais j'ai dit à mon ami que j'étais mal à l'aise, que j'avais un mauvais pressentiment. J'ai aussitôt ralenti, sans vraiment savoir pourquoi. Quelques secondes plus tard, des phares sont apparus, mais du mauvais côté de la route. Une voiture fonçait droit sur nous, à contresens. Tout s'est passé en une fraction de seconde. Mon véhicule a été projeté de côté, s'est mis en travers de la route, et s'est arrêté à quelques centimètres, littéralement, d'un poteau téléphonique, du côté passager. J'ai commencé à hurler. Ma jambe était coincée, l'airbag s'était déclenché et je m'étais frappé au visage. La vitre avait explosé, et il y avait du verre partout. J'étais sonné, désorienté, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Une femme a accouru. Elle avait senti une forte odeur d'essence et m'a immédiatement aidé à sortir par l'arrière du véhicule, de peur qu'il prenne feu. Elle m'a installé dans sa voiture avec une couverture pendant que j'appelais ma mère, encore sous le choc. Ma mère, pensant à un simple accrochage, m'a répondu sèchement au début, jusqu'à ce qu'elle arrive sur les lieux. Pendant ce temps, le mari et le fils de la femme couraient vers les bois. Le conducteur de l'autre voiture venait de s'enfuir à pied, abandonnant son véhicule au milieu de la route. Plus tard, on a appris qu'il avait des antécédents, il avait déjà provoqué des accidents, et il avait été reconnu coupable de conduite en état d'ivresse par le passé. Et pourtant, cette fois-ci, il ne s'en est sorti qu'avec une accusation de délit de fuite. Rien pour la conduite sous influence, alors que tout portait à croire qu'il était une nouvelle fois en état d'ivresse ou sous l'emprise de substances. Il n'aurait jamais dû être autorisé à conduire. Les secours sont arrivés rapidement. Les pompiers, les ambulanciers, les policiers, tout le monde me disait la même chose. Au vu de l'état de ma voiture, c'était un miracle que je sois encore vivante. Mon moteur s'était détaché. La voiture était une épave. Et pourtant, malgré tout ça, je m'en suis sorti avec une cheville foulée, une grosse contusion sur la jambe, une commotion et le nez en sang. Rien de cassé. J'ai eu une chance folle. Quand ma mère est arrivée et qu'elle a vu la scène, elle est devenue livide. Elle s'en est voulu immédiatement de m'avoir mal parlé au téléphone. Mais à ce moment-là, ce n'était plus important.
J'étais en vie. Je pense souvent à ce pressentiment que j'ai eu juste avant l'impact. Et je pense aussi à ces inconnus qui se sont précipités pour m'aider sans réfléchir. Je travaille moi-même dans un domaine lié aux ambulances, et je n'ai jamais autant respecté et compris l'importance de ces gens. Ce soir-là, leur réactivité et mon instinct m'ont probablement sauvé la vie. Je travaillais ce jour-là, et en regardant dehors, j'ai vu une petite fille marcher sur le trottoir avec son chien. Rien de choquant à première vue, l'école du coin devait être en vacances, il faisait bon, et les enfants du quartier se promenaient souvent. Mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Il y avait un détail que je n'arrivais pas à identifier, une énergie différente, un sentiment sourd qui m'a frappé, il y a quelque chose qui cloche. Je ne pouvais pas dire quoi, mais l'idée de lui parler m'a traversé l'esprit. Pourtant, je ne l'ai pas fait. Peut-être que j'avais peur de passer pour bizarre, ou de mal interpréter la situation. Peut-être aussi que je doutais de mes propres jugements, j'étais justement en train de sortir d'une période où ma santé mentale avait été un peu instable, avec quelques épisodes maniaques légers. Je ne me faisais pas encore entièrement confiance. Mais ce sentiment, lui, ne partait pas. Alors au lieu d'aller vers elle, je suis rentré dans mon lieu de travail, j'ai montré la fillette à ma collègue par la fenêtre et je lui ai dit, « Il y a un truc qui me dérange, je sais pas quoi. » On l'a regardé s'éloigner, et j'ai essayé de me convaincre que c'était sûrement rien. 30 minutes plus tard, ma collègue me montre un post sur son téléphone. Une femme de la ville, paniquée, lançait un appel à l'aide sur les réseaux. Sa fille avait fugué avec leur chien. Il y avait une photo. C'était elle. La même petite fille que j'avais vue passer devant nous. Heureusement, elle a été retrouvée peu après et ramenée chez elle saine et sauve. Mais ce moment m'a laissé un poids que je ressens encore aujourd'hui. Et une question qui ne me quitte pas, et si elle était partie pour fuir une situation difficile? Et si le simple fait de lui parler avait pu faire une différence? Je crois que Dieu m'a donné cette expérience pour une raison. Pas pour que je me blâme, elle a été retrouvée, et elle va bien, mais pour que, la prochaine fois que cette voix intérieure me parle, je l'écoute. Sans honte, sans hésitation. Parce que parfois, c'est cette voix qui voit ce que les yeux ne perçoivent pas. Je marchais sur un sentier avec mon ex, près d'Est Park, dans le Colorado. C'était une belle journée, paisible, rien de particulier, jusqu'à ce que ce type sorte des bois. Il avait un sourire étrange et nous appelait en nous proposant de boire quelques bières avec lui. J'ai bossé comme thérapeute pendant 5 ans, et j'ai passé 6 autres années dans l'armée. Je ne me laisse pas facilement impressionner, mais lui, dès la première seconde, il m'a mise sur les nerfs. Quelque chose chez lui sonnait faux. C'était dans son regard, sa manière de se tenir, son ton trop détendu, une tension mal camouflée derrière une façade amicale. Mon ex, à l'époque, n'était pas très à l'aise avec les choses liées à la survie ou à la défense, mais je l'avais formé un peu, par précaution. Ce jour-là, il a bien réagi. J'ai simplement dit d'un ton calme, « Continue à marcher. » Il a compris tout de suite. Il n'a pas posé de questions, n'a pas hésité, il a gardé le cap. Moi, je me suis tourné vers le type et je lui ai dit qu'on ne buvait pas, qu'on n'était pas intéressé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à nous suivre, tranquillement, toujours à distance mais toujours présent, sur près de 15 minutes. Alors je me suis arrêté. Je me suis tourné vers lui. Je ne lui ai rien dit, je me suis contenté de le fixer, bien droite, une main posée sur mon arme. Je suis porteuse d'armes dissimulées, et je me fiche de ce que disent les autorités des parcs nationaux. Je me suis contenté de lui faire comprendre très clairement, « Je te vois, je suis prête, tu ne nous surprendras pas. » Et là, sans un mot, il a disparu entre les arbres. Quelques jours plus tard, je l'ai vu à la télé. C'était lui. Le même visage, le même regard. Il avait attiré un couple hors du sentier pour ensuite les tuer. J'ai été agente de bord pendant 25 ans, et avec le temps, tu développes un instinct.
Une sorte de radar intérieur qui capte ce que les yeux ou les règles de procédure ne peuvent pas toujours expliquer. Parfois, ce n'est qu'un détail, un regard, un silence, mais tu sais. Tu sais que quelque chose ne tourne pas rond. Un jour, sur un vol au départ de Miami à destination d'une ville comme Omaha, un homme a attiré mon attention. Un homme blanc, bien habillé, probablement dans la quarantaine. Assis à côté de lui, un petit garçon, 10 ans, peut-être. Bronzé, ou avec la peau plus foncée, difficile à situer avec précision vu la diversité à Miami. Mais ce n'était pas la couleur de peau qui m'a arrêté. C'était son visage. Cet enfant était littéralement pétrifié. Figé dans une peur silencieuse. Rien dans sa posture, son regard, ou son comportement ne ressemblait à celui d'un enfant en voyage. J'ai vérifié le manifeste. Ils voyageaient ensemble, mais n'avaient pas le même nom de famille. J'ai tenté une approche discrète. Une conversation légère, un mot au garçon. Mais il ne parlait pas un mot d'anglais. Et l'homme ? Complètement désintéressé. Froid. Il n'a même pas essayé de faire semblant d'être bienveillant. Pourtant, il était clairement américain. J'ai reculé, glacé par cette impression qui ne me quittait pas. J'ai demandé à mes collègues de passer dans l'allée, de les observer. Aucun d'eux n'a eu besoin que je dise quoi que ce soit. Tous ont senti la même chose que moi. Quelque chose était vraiment mauvais. On a informé le commandant de bord, qui a aussitôt prévenu les autorités dans la ville d'arrivée. À l'atterrissage, le jet bridge était rempli d'agents. Policiers locaux, fédéraux, FBI, tous étaient là. L'homme a compris immédiatement que c'était fini pour lui. Et quand il a commencé à s'expliquer, rien ne tenait debout. Aucun lien réel avec l'enfant, aucune logique. Rien. La vérité, c'est qu'il avait acheté ce garçon à une famille extrêmement pauvre. Le reste, tu peux le deviner. Ce que ces valises contenaient, ce que les enquêteurs ont découvert, c'était insoutenable. Le garçon avait très probablement déjà été victime. Mais grâce à ce signal d'alarme que nous avons tous ressenti, il a été sauvé. Il a pu retourner dans son pays. Je pense encore à son visage. À sa peur. Au malaise étouffant que cet homme dégageait. Et chaque fois, j'ai les larmes aux yeux et l'estomac retourné. Le pire qui aurait pu arriver, c'est que je me sois trompé, et qu'un innocent soit légèrement retardé pour aller chercher ses bagages. Mais ce n'était pas le cas. Et je referais la même chose sans hésiter une seconde. Je préfère 1000 fois me tromper que vivre avec le poids de ne rien avoir fait quand j'aurais pu. Je m'étais levé tôt ce matin-là, bien avant l'aube, avec cette excitation tranquille que seuls les départs en montagne peuvent provoquer. Le sac était prêt depuis la veille, chaque élément à sa place, pesé, vérifié. Le ciel était clair, l'air encore frais, et les premières lueurs filtraient à peine entre les pins quand j'ai commencé à monter. Le sentier serpentait à flanc de collines, bordé par des pierres humides et des racines épaisses. J'aimais cette solitude, ce silence seulement troublé par le craquement des feuilles mortes sous mes pas ou le cri d'un jet. L'objectif était d'atteindre un petit col à plus de 2000 mètres avant la fin de la matinée, puis redescendre par une boucle un peu plus à l'est. Vers 9 heures, j'ai atteint une clairière d'où l'on voyait la vallée entière. J'ai bu quelques gorgées d'eau, mangé une poignée de noix. Tout allait bien. Et pourtant, quelque chose s'est mis à grincer doucement dans mon esprit, comme une alarme sourde qu'on n'arrive pas à localiser. Rien de concret. Le ciel était toujours dégagé, mes jambes tenaient bon, le GPS m'indiquait que j'étais sur le bon chemin. Mais un malaise m'a gagné. Une impression de décalage, comme si je n'avais plus ma place ici. J'ai continué un peu, une centaine de mètres, peut-être 2. Mais l'angoisse est montée sans raison apparente, dans la gorge, dans le ventre. Une tension dans l'air, un calme trop plat. J'ai fini par m'arrêter net. Mon souffle était normal, mais mon cœur cognait. C'était irrationnel, mais j'ai fait demi-tour. La descente m'a semblé beaucoup plus longue. Une fois à la voiture, garée à la lisière de la forêt, je suis resté assis un moment,
les mains sur le volant, à fixer le pare-brise comme si j'attendais une explication. Elle est arrivée le lendemain, en lisant les nouvelles locales. Un glissement de terrain avait emporté un PN entier de sentier, exactement dans la zone où je comptais passer en milieu de matinée. Une masse de pierres et de terre, déclenchée par des poches d'eau souterraines affaissées. Aucun randonneur blessé, mais les secours avaient retrouvé des bâtons de marche, un sac déchiré, probablement abandonné avant la coulée. Je ne saurais jamais ce que j'ai perçu. Peut-être un léger tremblement sous mes pieds. Peut-être une odeur de terre humide trop forte. Ou peut-être rien de tout ça. Juste ce murmure intérieur qu'on apprend, avec les années, à écouter sans discuter. Ça s'est passé il y a presque 7 ans. À l'époque, j'étais fiancé à mon ex, et depuis plusieurs mois, quelque chose me travaillait. Il n'y avait pas de signe clair, rien de concret que je pouvais pointer du doigt, mais cette sensation ne me quittait pas, comme un déséquilibre subtil dans notre relation. Il m'avait déjà trompé par le passé, et je suppose qu'il pensait être devenu plus malin pour le cacher. Il agissait normalement, faisait attention, et pourtant, quelque chose clochait. Un jour, j'ai eu une intuition soudaine. Il avait utilisé mon téléphone plusieurs fois récemment, et mon instinct m'a soufflé de vérifier mes relevés téléphoniques. J'avais un forfait prépayé, et je ne savais même pas si ce genre d'infos était accessible, mais quelque chose en moi insistait, et c'est quand même. Alors je l'ai fait. Et là, noir sur blanc, j'ai vu défiler des centaines de textos, environ 150 par jour, échangés avec le même numéro. Celui de sa manager. Une femme mariée. Aucun message ne figurait sur le téléphone lui-même, bien sûr. Il effaçait tout. Mais les traces étaient là, et elle parlait d'elle-même. Quand je l'ai confronté, il n'a pas nié. Il a tout avoué. Leur relation durait depuis 6 mois. Et si je n'avais pas écouté cette petite voix intérieure, je n'aurais jamais su. Tout paraissait trop normal pour éveiller le moindre soupçon rationnel. Le train était presque vide quand je suis monté. Une rame de nuit, peu de monde à cette heure-là, surtout en semaine. J'avais un billet pour un trajet de 3 heures, une portion calme entre 2 villes moyennes. Les wagons étaient plongés dans cette lumière blafarde, pas tout à fait chaleureuse, pas tout à fait inquiétante non plus. Juste neutre. Je me suis installé près d'une fenêtre, mon sac à dos coincé entre mes jambes. Le train a démarré dans un crissement métallique, et j'ai sorti mon livre. Une quinzaine de minutes plus tard, quelqu'un est monté à une petite gare. Il a traversé lentement le couloir et s'est assis juste en face de moi. C'était une présence discrète. Aucun mot, aucun bruit, juste ce regard qui glisse sur toi sans te toucher, mais que tu sens quand même. Il ne faisait rien de particulier. Il regardait droit devant lui, parfois vers la fenêtre. Mais quelque chose n'allait pas. C'était subtil. Peut-être son immobilité. Ou la façon dont ses mains restaient posées sur ses genoux, parfaitement symétriques, sans bouger, même quand le train tanguait. J'ai essayé d'ignorer l'inconfort. Mais mon attention se fixait sur lui malgré moi. L'air semblait plus dense autour de lui, plus lent. J'ai fini par replier mon livre, les ranger dans mon sac. Puis, comme si j'avais eu une envie soudaine de m'étirer les jambes, je me suis levé. Je suis passé dans un autre wagon, quelques voitures plus loin, et je me suis réinstallé. Le reste du trajet s'est déroulé sans incident. J'ai fini mon livre. À l'arrivée, je n'ai pas revu ce passager. Ce n'est que 2 jours plus tard que j'ai vu passer un article. Les gendarmes avaient interpellé un homme suspect dans ce même train, le lendemain de mon trajet. Il était recherché pour une série d'agressions dans les transports, toujours dans des wagons peu occupés, toujours la nuit. Ils avaient reçu un signalement d'un contrôleur qui avait remarqué son comportement étrange. Il n'avait pas résisté à l'arrestation. Je ne saurais jamais s'il s'agissait de lui, je ne veux pas le savoir. Ce que je sais, c'est que ce soir-là, ce n'était pas la peur qui m'a fait changer de place. C'était quelque chose de plus ancien, plus animal.
J'étais en troisième, un matin comme un autre, quand je me suis réveillé avec une envie inexplicable, presque irrépressible, de ne pas aller à l'école. C'était étrange, parce que l'école, pour moi, c'était plutôt un refuge. La maison n'était pas exactement un endroit paisible, alors je ne ratais jamais les cours sans bonne raison. Mais ce jour-là, c'était différent. Une sorte d'alarme intérieure. Pas de peur, pas de stress particulier, juste ce sentiment lourd et persistant, je ne dois pas y aller aujourd'hui. Ma mère était furieuse. Elle m'a dit que si je refusais d'aller en cours, c'était mon problème, mais qu'elle n'allait pas se battre avec moi. Elle est partie travailler en me laissant là, seule à la maison. Quelques heures plus tard, le téléphone fixe a sonné. J'étais seul, alors j'ai décroché. C'était ma grand-mère, qui habite à environ 5 heures de route. Elle était en larmes, soulagée que je réponde, à peine capable de parler. Elle venait de voir les infos nationales. Mon bus scolaire avait eu un grave accident à cause du brouillard ce matin-là. Il avait quitté la route, basculé dans un ravin. 2 élèves étaient morts, ainsi que le chauffeur. À ce moment-là, on ne savait pas encore combien d'élèves étaient blessés, ni même qui avait survécu. Elle pensait appeler un téléphone qui ne décrocherait pas. J'avais environ 13 ans, et ce soir-là, j'étais seul réveillé à la maison. Mon père était en déplacement, ma mère et mon frère dormaient déjà. Il faisait nuit, tout était calme. On avait un boxeur, un bon gros chien bien musclé, gentil mais très protecteur. Il voulait sortir, alors je l'ai attaché à sa longe à l'arrière de la maison et je l'ai laissé sortir dans la cour. Quelques minutes plus tard, je suis allé le détacher pour le faire rentrer. Il faisait noir dehors, pas un bruit, mais en me tenant là dans la cour, je me suis senti mal à l'aise. Un genre de frisson dans la nuque, le regard attiré vers les buissons plus loin dans l'ombre. Rien de visible, mais une peur sourde m'a traversé. J'ai détaché le chien rapidement et on est rentré. À cette époque, on ne verrouillait jamais les portes. Le quartier semblait tranquille, et c'était presque une habitude de vivre comme ça. Mais ce soir-là, quelque chose m'a poussé à faire autrement. En refermant la porte, j'ai mis la petite chaîne de sécurité. Juste au cas où. Je me suis réinstallé dans le salon. Le chien était à sa gamelle près de la porte. Je pouvais le voir d'où j'étais assis, mais pas la porte elle-même. Et tout d'un coup, je l'ai vu se figer. Il a levé la tête, les oreilles dressées, et il s'est mis à grogner. Pas fort, pas bruyamment. Juste ce grondement grave et profond qui vient de l'instinct, pas du dressage. Et là, j'ai entendu la poignée de la porte s'agiter brutalement. Quelqu'un essayait de l'ouvrir. La porte s'est entr'ouverte juste assez pour que la chaîne bloque le mouvement. Clac. Le chien est parti en furie. Il a hurlé, sauté sur la porte, enragé. Moi, j'ai volé à l'étage en panique, j'ai réveillé mon frère, lui expliqué en tremblant. Il est descendu avec une batte de baseball. Il a ouvert la porte, est sorti, a fait le tour de la maison. Plus personne. Je passais quelques jours chez mon cousin, dans une petite ville sans grand intérêt, paumée entre 2 collines, loin de tout ce qui pouvait ressembler à de l'animation. On avait passé la matinée à ne rien faire, à tourner en rond, à chercher une excuse pour se sentir vivant. Et puis, presque comme une évidence, mon cousin a reparlé de cet endroit dont il nous parlait souvent, l'ancienne école abandonnée, à quelques rues de là. Elle avait fermé il y a plus de 10 ans, soi-disant parce qu'il n'y avait plus assez d'élèves. Depuis, personne ne s'en était occupé. Pas de rénovation, pas de projet de réhabilitation, juste une carcasse de béton laissée à l'abandon, encerclée par un vieux grillage rouillé et envahie par les mauvaises herbes. Mon cousin disait qu'elle était cool mais flippante, comme figée dans le temps. Il avait déjà tenté de s'y aventurer, sans jamais oser aller trop loin. Ce jour-là, on a décidé d'y aller pour de bon. On était un petit groupe, l'excitation montait. Le genre d'excitation qui pousse à faire des conneries, juste pour ressentir un peu d'adrénaline. On a pris des lampes torchées, des capuches,
et on s'est dirigé vers l'école. En longeant le grillage, on a trouvé un trou déjà bien entamé. On l'a élargi à coups de pied et de main, et un à un, on s'est glissé à l'intérieur. Le bâtiment se dressait devant nous, massif, silencieux, avalé par la végétation. Les vitres brisées, les murs fissurés, les portes entr'ouvertes grinçaient doucement sous le vent. Dès qu'on est entré, un silence étrange nous a enveloppés. Un silence différent, pesant. Celui des lieux oubliés, où les souvenirs s'accrochent encore. À l'intérieur, l'air était épais, saturé de poussière et d'humidité. Chaque pas soulevait des nuages de saleté. Des couloirs déserts, des portes entr'ouvertes, des casiers rouillés encore remplis de papier. Des affiches d'années scolaires passées pendaient au mur, décolorées, comme des fantômes du passé. Dans certaines classes, les tables et les chaises étaient encore alignées, même si plusieurs avaient été renversées. Sur un tableau noir, on distinguait encore des mots écrits à la craie, effacés en partie par le temps. Des dessins d'enfants, des photos de groupe, des trophées abandonnés dans une vitrine brisée. C'était à la fois beau et profondément triste. Comme si les rires et les cris d'enfants résonnaient encore quelque part dans les murs. En continuant, on a traversé la cantine. C'était un cauchemar. Des montagnes de déchets desséchés, des plateaux renversés, des toiles d'araignées épaisses qui pendaient du plafond. Partout, des insectes grouillaient, des cafards énormes, des mouches, des larves dans les recoins. Une odeur infecte flottait, un mélange d'aliments pourris, de moisissures et de métal oxydé. Dans un des bacs de la cuisine, il restait une sorte de pâte immonde, recouverte de moisissures vertes et blanches, comme si elle bougeait encore lentement. Mais le pire, c'était encore à venir. Tout au bout d'un couloir, on a trouvé la salle de sport. Une grande structure à moitié effondrée, envahie par la poussière et les graffitis. D'un côté, un terrain de basket complètement ravagé. L'autre moitié était plus étrange encore, une piscine couverte, immense. Ce qui nous a immédiatement frappé, c'est qu'elle était toujours remplie d'eau. Ou plutôt, de ce qui ressemblait à de l'eau. Un liquide épais, noirâtre, complètement stagnant, sur lequel flottaient des débris, des canettes rouillées, des sacs plastiques gonflés d'air. Une odeur d'égout, de pourriture, émanait de la surface. On s'est approché, fasciné, dégoûté. La profondeur était indiscernable. La lumière de nos lampes s'éteignait à quelques centimètres sous la surface, comme avalée par quelque chose de plus sombre encore. C'était glauque, sinistre. Et puis, mon cousin a lancé une idée stupide, il a promis $50 à celui qui aurait le cran de sauter dans la piscine. Évidemment, l'un de mes potes, le plus téméraire ou le plus idiot, je sais pas, a commencé à rigoler nerveusement, prêt à relever le défi. J'ai tenté de l'en empêcher, sérieusement. Quelque chose en moi hurlait que c'était une très mauvaise idée. Mon cœur battait plus fort, ma gorge se serrait. Ce n'était pas juste de la peur, c'était comme un avertissement. Un truc instinctif. Une voix intérieure qui disait « Pars, maintenant ». Et c'est là qu'on l'a entendu. Un bruit de pas dans les couloirs. Lent, lourd, déterminé. On a tous figé. Plus personne ne riait. J'ai attrapé les autres et on s'est planqué derrière les bancs au bord de la piscine, retenant notre souffle. Le silence s'est réinstallé, juste troublé par le bruit de nos respirations. Un homme est apparu. Grand, encapuchonné, traînant un gros sac de sport. Il avait l'air pressé, mais pas affolé. Il ne regardait ni à gauche ni à droite. Il s'est dirigé droit vers la piscine, a pris le sac à deux mains et l'a balancé dans l'eau sans la moindre hésitation. Le plouf a résonné longtemps dans l'immense salle vide. Puis, il a tourné les talons et s'est mis à courir. Il a disparu dans l'obscurité du couloir. On est resté immobile quelques secondes. Le silence était revenu, encore plus lourd qu'avant. Puis on s'est approché. Là où le sac avait coulé, quelque chose flottait maintenant à la surface. Des traces rouges s'étiraient sur le sol, fines mais bien visibles. Et dans l'eau, entre deux plaques de moisissure, une main humaine venait d'émerger. Blafarde, immobile, les doigts ouverts, comme si elle cherchait à sortir.
Je n'ai rien dit d'autre. J'ai juste répété que je partais, et qu'il faisait ce qu'il voulait, mais que moi, j'attendais plus. Je ne voulais pas savoir ce qu'il y avait d'autre dans cette eau. Je ne voulais pas attendre de croiser ce type à nouveau. On a quitté les lieux sans se retourner. On a appelé la police anonymement. On savait qu'on était en tort d'être entré dans une propriété privée. Mais on savait aussi qu'on ne pouvait pas rester silencieux. Pendant des heures, on a vu les voitures de police défiler. L'endroit a été entièrement bouclé. Ce qu'ils ont trouvé a fait les gros titres locaux pendant des jours. Plusieurs restes humains dans la piscine, des affaires personnelles, des objets étranges mais aucune trace de l'homme. Pas de vidéo, pas de témoins. Depuis ce jour, je ne discute plus jamais avec mon instinct. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.